Salut les amis, est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'une révolution? Est-ce que vous sentez que les choses sont en train de changer et que nous vivons à une époque passionnante où tout est négociable? Il faudrait savoir comment penser les choses et comment parler et comment agir dans le monde pour pouvoir le changer. Alors mon caméraman est un bébé, vous l'avez remarqué, on va faire avec. C'est parti. Alors, il y aurait deux façons, deux moyens d'agir dans le monde selon moi. La première, c'est dans la conscience, dans la pensée. C'est-à-dire dans la manière dont on aborde les choses, dont on les pense, dont on les réfléchit en soi. Cette conscience humaine est composée d'une mémoire, et cette mémoire, on en capte une partie, on peut la développer au courant de la vie, et c'est ça qui fait le fond de notre culture. C'est ça qui fait que on va vivre d'une certaine manière plutôt que d'une autre. C'est cette conscience-là qui fait que on va soit s'aimer les uns les autres, soit se haïr, se détruire, ou construire ensemble, ou coopérer, ou collaborer. Et cette conscience, l'action qu'il y a dans cette conscience, est beaucoup plus puissante que le second type d'action, l'action dans le monde. C'est une action qu'on fait à l'extérieur, contrairement au précédent qu'on faisait à l'intérieur. Et cette action-là, je prends un objet, je le déplace de cet endroit à cet endroit, par exemple. Je fais politique de cette manière-là. Je gère mon entreprise de cette façon-là. Et ça, c'est la manière dont on peut changer le monde depuis l'extérieur. Alors, l'un et l'autre, on sent que c'est interconnecté. Il semblerait même que la façon dont on pense les choses configure la manière dont on agit. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour vous un thème de prédilection pour pouvoir l'expliquer en termes théoriques et scientifiques des relations internationales. Le monde est globalisé, le monde est mondialisé aujourd'hui, notamment à travers la consommation, la bourse, tout ce que vous connaissez de plutôt négatif et désagréable, avec des conséquences désastreuses pour l'écologie, l'homme et la nature. Et il y a une autre type de mondialisation, celle des consciences, celle de la rencontre des cultures, des visions, des points de vue et des sagesses. Que nous dit la théorie des relations internationales? Je vais en prendre une toute petite partie parce que c'est assez vaste. Il y a deux écoles. Et je vais vous parler de la première. La première école de pensée dit que la réalité sociale peut être définie, elle peut être expliquée et elle peut être théorisée. Un scientifique peut l'étudier. C'est ce qu'on appelle le positivisme ou le réalisme sur lequel il est basé. Ensuite, il y a eu toute une pensée qui a été développée comme post-positive, c'est-à-dire qui vient contredire, contrecarrer les arguments du positivisme. Donc là, la théorie dit nous ne pouvons pas théoriser la réalité sociale. Nous ne devons pas le faire. Et les choses se construisent dans l'interaction des acteurs qui sont les uns en lien avec les autres. Je vous présente mon caméraman. Il s'impatientait, il voulait être vu. Une troisième théorie émerge, une troisième vision du monde émerge, qui fait l'alliance des deux. C'est-à-dire qui dit que il existe une science pour observer la réalité sociale et peut être étudiée par un scientifique. Et il existe en même temps une interaction des acteurs, les uns avec les autres, qui construit le monde. Et cette théorie-là, on l'appelle le constructivisme. Okay, d'accord. Donc, l'une et l'autre pensée n'étaient pas destinées à se rencontrer. Seulement, la rencontre des deux peut faire qu'il y a une solution, un aboutissement, une évolution. Donc, à chaque fois que vous verrez un groupe d'individus lutter contre une pensée, lutter contre une personne, il n'y a pas d'aboutissement. Le véritable aboutissement arrive quand il y a une liaison, une convergence des gens, des idées, des pensées qui sont discutées sur un même pied d'égalité.
Voilà, ce n'est qu'un début, je rentrerai plus en détail pour vous donner le langage et quelques outils pour comprendre tout ça. J'aimerais vous parler d'une autre type de pensée qui existe et qui a traversé le cours de l'histoire, qui est souvent resté le même discours exprimé de façon différente avec un langage différent, c'est celui des prophètes. Les prophètes, les saints, les êtres éclairés, les personnes illuminées, on parle souvent d'un monde qui est au-delà du temps et de l'espace, qui a une qualité éternelle, immuable et ineffable. C'est la raison pour laquelle elle est quasiment impossible à théoriser. Certains mystiques et poètes ont réussi à l'approcher par de la poésie, des aphorismes, des discours, et cependant, ils sont restés souvent incompris. Je vais prendre l'exemple d'un d'entre eux, qui est un roi de Perse. Il disait que l'action juste vient de la façon de la parole juste, qui vient elle-même de la pensée juste. Donc Darius avait développé cette philosophie, cette éthique, afin de pouvoir gouverner, mais surtout de donner les clés de la gouvernance et de l'auto-gouvernance au peuple, aux gens. Et chaque fois qu'il y avait un tyran duquel délivrer le peuple, il remettait le peuple entre ses propres mains, et afin qu'il n'élise pas à nouveau un autre tyran à la place du précédent, il leur donnait quelques principes, dont ces trois principes-là, la pensée juste, la parole juste et l'action juste, étaient la base. Donc, que nous disent ces prophètes, que nous disent ces gens éclairés, ces saints, ces sages? C'est que il y a dans la conscience humaine, dans la pensée humaine, quelque chose qui est juste, qui est bon, et sur lequel on peut bâtir. Et ça fonctionne. Il y a ensuite une façon de communiquer qui se développe à partir de là, qui a de la sympathie, de la bienveillance, mais vraiment un certain sens du vrai. D'accord ? Et enfin, l'action qui en émerge ne provoque pas de chaos dans le monde, mais au contraire, il l'équilibre. Donc bientôt, il y aura peut-être la grève, il y aura peut-être encore une autre révolte, encore d'autres personnes qui vont se lever pour la vérité, pour la justice, pour réparer les injustices seulement. Nous sommes pris au piège de la même mémoire qui nous empêche de voir ce qui est juste et ce qui est bon dans nos vies. Et il est nécessaire de pouvoir discerner cela avant d'agir, avant de réaliser quelque chose dans le monde, avant de faire une grève, avant de réaliser un blocage de rond-point, avant toute action pour laquelle on penserait que qu'on va changer le monde avec. Parce qu'il se pourrait qu'en voulant résoudre des problèmes, on crée plus de problèmes que l'on en résout. Donc, quelle est selon vous la croyance primordiale avec laquelle on avance et qui nous empêche de découvrir ce qui est juste? Si par exemple, nous sommes là en train de critiquer la richesse des riches et des héritiers de la richesse et à s'opposer à un capitalisme et au libéralisme, est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à côté d'une coopération et d'une collaboration possible avec le système précédent pour pouvoir construire le suivant? Car si cela se base sur une lutte, alors peut-être nous sommes en train de non pas créer quelque chose de neuf, mais juste de perpétuer la lutte. Et je dis la chose suivante, peut-être que la lutte peut prendre fin lors qu'on commence à construire avec ce dont contre quoi nous luttions auparavant. N'est-ce pas? Et je vais vous parler maintenant d'une histoire personnelle et qui témoigne très bien comment les visions inverses peuvent se rencontrer pour générer de nouvelles solutions. J'ai 4 ans,
nous traversons les rues de Téhéran avec ma mère. Quand tout à coup, nous rencontrons sur le bord du chemin une petite fille en train de mendier avec sa grand-mère à côté d'elle qui n'a pas de jambes. Et tout à coup, je suis interrogé. Non pas choqué, parce qu'il me semblait que cela est normal, car quand je passais avec mon père par là, il me disait c'est normal, il y a des riches, il y a des pauvres. Les pauvres n'ont pas travaillé ou n'ont pas eu de travail, et les riches ont entrepris, ont créé de l'emploi, etc. Et là, je pose la question, je m'interroge, pourquoi est-ce que cette petite fille n'est pas à l'école? Et ma mère a commencé à m'expliquer la différence des couches sociales, des classes sociales, etc. Et que c'était comme ça. Et je ne trouvant aucune satisfaction entre la théorie de mon père, qui disait c'est comme ça parce que il faut entreprendre, et la théorie de ma mère qui disait c'est comme ça parce que ceux qui ont entrepris ont pris l'argent des autres et n'ont pas voulu partager, j'ai proposé la chose suivante. J'ai parlé à la grand-mère et je lui ai dit pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle me dit quoi? J'ai dit toi tu mendies, mais pourquoi tu fais mendier ta petite fille? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à l'école? C'est vrai qu'à l'école, on n'apprend pas grand-chose, mais au moins, elle n'aurait pas à être là, à côté de toi. Elle pourrait jouer avec nous. Et elle dit, parce que je n'ai pas le choix. C'était sa réponse. Et je dis à ma mère, elle n'a pas le choix toute seule, mais ensemble, nous avons le choix. Et je veux qu'elle soit dans mon école. Alors, moi, je faisais partie à l'époque d'une famille aisée. Donc, nous avions un très bel appartement dans les hauts quartiers et dans une très belle école privée qui était très chère. Et alors, ma mère se met en quête de faire accepter cette petite fille qui avait à peu près le même âge que moi, qui était un peu plus âgée, afin de la faire accepter dans l'école. Et par la suite, elle a été acceptée, les parents se sont cotisés, les parents d'élèves se sont intéressés à ça, et tout un mouvement a été créé par les gens eux-mêmes, qui se sont rendus compte qu'il pouvait exister une alliance entre les modes de pensée et que nous pouvions faire quelque chose dans le monde. Alors, ce qui m'a été difficile après, c'est, ayant accueilli cette jeune fille dans cette école, j'étais un peu son guide, je lui montrais comment ça se passait, le quotidien, j'étais un peu fier de ça. Mais il fallait alors que je partage mon vélo. Et ça, c'était difficile pour moi, que j'étais très possessif, et j'adorais posséder les choses, les avoir pour moi, les montrer pour moi, c'est comme ça que j'avais appris à vivre. Hein. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux abandonner ce vélo? À un moment donné, je me suis posé la question. Est-ce que je peux abandonner ce vélo pour que quelqu'un d'autre l'utilise? Donc, toute cette histoire que je vous raconte, la morale est claire. C'est que, quelles que soient nos origines, quel que soit le pays d'où l'on vient, de par le monde, nous avons des points communs. Et l'un de nos points communs, c'est de nous diviser dans la conscience humaine et dans la pensée. De diviser les riches contre les pauvres, de ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas, de ceux qui sont allés à l'école et de ceux qui n'y sont pas, de ceux qui ont les moyens physiques et qui sont valides, de ceux qui ne l'ont pas et qui sont invalides. Et cette division a créé dans le monde des compartimentages des humains qui n'ont pas réussi à s'unir. Et dès lors qu'ils ont voulu s'unir, c'était juste dans la contrainte au lieu d'être dans la joie. C'était juste dans les moments de combat et de lutte féroce, sanglante, dans lesquels ils étaient menés à s'unir plutôt que dans la paix, dans la joie, dans la coopération et la collaboration. Maintenant, j'ai une question à vous poser et une action peut-être à faire émerger avec vous pendant qu'il s'endort. Si vous vouliez sortir de toute cette agitation et entrer dans une paix, dans un sommeil, dans quelque chose qui vous apaise, d'accord? Qu'est-ce que vous seriez prêt à abandonner? Qu'est-ce que vous seriez prêt à lâcher? Qu'est-ce que vous seriez prêt à arrêter de faire? Et alors, quelles en seraient les conséquences selon vous? Partagez, commentez, abonnez-vous, mais surtout, faites-le d'ici la fin de la semaine et revenez nous voir pour nous partager vos résultats. À bientôt et avec enthousiasme.
Genou à terre, face contre terre, j'implore, ne vois-tu pas? Toute cette souffrance, ne vois-tu pas? Tous ces morts, mon frère, ô Pharaon, ne laisse pas l'orgueil détruire ton rire. Laisse mon peuple partir. Ainsi aurait pu parler Moïse à Pharaon à son époque. Mais est-ce que le peuple aujourd'hui est prêt à partir? Partir de certaines habitudes, partir de certaines choses qu'il faisait? Qu'est-ce que tu serais prêt à arrêter? Toi, personnellement. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas ceux qui font pas, à commenter les uns et les autres, ça sert à rien. Toi, qu'est-ce que tu arrêterais? Moi, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour des causes qui ne m'inspirent pas. J'ai décidé d'arrêter la voiture, la moto. J'ai décidé en 2020 d'arrêter de demander, de quémander quelque chose à un quelconque système. J'ai décidé d'arrêter de ne pas aller là où on m'a invité par intérêt. J'ai décidé de ne pas aller, ne pas faire ce qu'on me demandait, mais ce qui est juste pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu déciderais d'arrêter pour toi?